Donc, Juliette, vous devriez pouvoir poser vos questions directement dans l'ordre que vous voulez. Je vais bien revoir mes questions parce que je les avais posées. Ah, elles sont passées où mes questions? Elles sont dans le chat. Non, parce qu'elles étaient en temps réel. Moi, j'aurais bien voulu avoir une explication de comment vous faites entrer R, parce que vous avez montré au début, là, en fonction du R, vous aviez différents résultats dans votre modèle de compartiment, donc des courbes différentes, hein, et c'était pour savoir comment vous rentrez R, à quel endroit vous rentrez R dans le modèle à compartiment. Alors je sais pas. Donc, R, en fait, R est influencé par deux paramètres, c'est le taux de transmission. Donc, quand il y a vous savez, on a le compartiment, on passe de S à on est susceptible et on devient infecté. Et donc là, le risque d'être infecté, ça va être un bêta, donc c'est le taux de transmission multiplié par les susceptibles multiplié par les infectieux. Et donc, en fait, la façon dont on calibre R, c'est qu'on pour augmenter R, on va augmenter le bêta. L'autre paramètre qui va impacter R, c'est aussi sur l'histoire naturelle. C'est les hypothèses faites sur l'histoire naturelle de la maladie. C'est-à-dire que si vous prenez une durée d'infectivité qui est plus longue pour un cas, donc on est infectieux pendant plus de temps, dans ces cas-là, il va aussi falloir moduler R. Il va falloir moduler bêta pour que R reste inchangé. Donc, on a R qui dépend à la fois du taux de transmission bêta et de la durée infectieuse. Et alors, moi, j'ai un problème sur la validation de ce type de modèle parce que finalement, vous fitez en disant, voilà, mon modèle répond à un R donné, mais en même temps, R n'est jamais mesuré directement. C'est immesurable. Et en plus, le R a évolué. Attendez, je vous laisse finir. Et comme le R a évolué, vu qu'il y a une saisonnalité également, qu'on finit par constater et accepter, la question est comment est-ce qu'on fait finalement pour valider un modèle comme ça, dans la mesure où il y a beaucoup de paramètres qui changent en même temps. Oui. Rétrospectivement, hein, par rapport à choisir, et parce que souvent ils sont utilisés pour évaluer l'impact des confinements. Et donc, comme ils sont utilisés, ça boucle un peu, quoi, je dirais, comme démonstration. Et donc, j'aimerais savoir sur quoi vous vous appuyez. Alors, donc, il y a plusieurs choses. Donc, en général, il y a un énorme travail qui est fait pour de calibration de ces modèles aux données. Donc, ensuite, donc le R, on ne peut jamais l'estimer, sauf que si on connaît bien l'histoire naturelle de la maladie, donc en effet, on n'est pas capable de compter le nombre de personnes infectées. Donc, on ne le mesure pas de façon directe. En revanche, si on connaît bien l'histoire de la maladie, naturelle de la maladie, donc pendant la durée d'infectivité, là, le R, on l'estime à partir du taux de croissance de l'épidémie. Alors après, sur la difficulté d'évaluer l'impact des mesures de contrôle, ça, c'est clair que ça a été quelque chose de très difficile tout au long parce que, comme vous l'avez dit, il y a toute une combinaison de mesures qui sont mises en œuvre à chaque fois. Il y a aussi l'effet du climat. Et donc, on a beaucoup de mal à dissocier les contributions relatives des différentes mesures. Donc, il y a beaucoup de travaux qui ont essayé de faire ça en regardant, notamment en se disant, ben voilà, à partir de juste une courbe épidémique, ce n'est pas possible. Donc, on va comparer maintenant les données de plein de pays qui ont mis en place des mesures à différents moments. Et donc, ça donne plus de puissance pour en regardant les évolutions des taux de transmission. Et nous, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est à peu près la même chose, mais cette fois en regardant donc on calibre ces modèles sur toutes les données départementales qui n'ont pas exactement mis en œuvre les mesures en même temps. Et donc, ça continue à rester difficile, mais là, je pense qu'on va commencer à être capable de dissocier l'effet climat, de l'effet des différentes interventions. Alors, ça va rester, ça va rester une inférence compliquée, mais qu'on est capable de faire maintenant qu'on a bien plus de recul. Donc, c'est clairement pas quelque chose du tout qu'on était en capacité de faire l'année dernière. Maintenant, on commence à avoir quand même pas mal de recul. Et donc, j'espère que on pourra présenter ces estimations-là assez vite, mais ça fait clairement partie c'est clairement l'une des difficultés importantes. Aussi, le fait que même en fait, si
une mesure est mise en œuvre et qu'on voit qu'il y a une réduction importante de l'épidémie, la question qui se pose, on n'est jamais sûr que ce qui compte, c'est l'impact de la mesure, c'est-à-dire fermer tel lieu, ou si c'est finalement comment l'annonce de cette mesure va faire que les comportements changent et que donc ça pourrait être plus l'annonce que la mesure elle-même qui fait évoluer les choses. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est des questions très difficiles. Pablo, je crois que tu avais une question aussi. Oui, merci Patrice et merci beaucoup pour l'exposé, là, très, très intéressant. J'ai bien aimé effectivement le grand nombre de points de contact qu'il faut établir en gros entre le modèle et plein d'éléments de la réalité, on va dire, des taux de prévalence dans des pays différents. Enfin voilà, il y a plein de points de contact qui ne rendent pas la chose forcément mathématiquement rigoureuse, mais qui donnent une certaine confiance. J'avais deux questions. Une, c'est quelque chose de factuel, c'est, je ne sais pas si vous savez, enfin disons, est-ce que vous pouvez nous donner quelques infos sur ce qui a conduit à la décision du premier confinement? Parce que on a des différentes hypothèses et je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus. Donc, est-ce que c'est le modèle de Ferguson? En gros, est-ce que c'est, Vittoria Colisa me disait que c'était quand même en partie le fait qu'il y a des patients en Italie qui commençaient à être hospitalisés dans des formes graves et qu'on avait du mal à repérer parce qu'ils n'étaient pas spécialement âgés, donc on commençait à s'affoler, donc c'était quelque chose de très factuel. Est-ce que c'est des calculs d'ordre de grandeur comme vous avez publié quelque part là, avec le taux de mortalité fois la population, en gros, qui donne quand même des ordres de grandeur de l'ordre de 100 000 et donc tout de suite, voilà. Est-ce que vous avez un élément factuel pour dire ou est-ce que c'est un mélange de tout ça qui a conduit à cette décision quand même très forte de le confiner? Et puis une autre question très rapide et technique qui est le fait que la moyenne des modèles donne quelque chose de meilleur que chacun d'entre eux, alors que j'imagine que ce n'est pas fondé théoriquement, puisqu'il n'y a aucune raison que les bruits se compensent. Mais est-ce que vous avez une référence peut-être à nous donner pour avoir un peu une... Oui. Alors, pour la décision du confinement, à l'époque, et vous retrouverez ça dans l'avis du Conseil scientifique du 12 mars, mais du 12, 13 et 14, pour nous, au Conseil scientifique, il y avait trois éléments. Donc, je pense que c'est pas là. Donc, déjà, si vous relisez l'avis du 12 mars, en fait, les modèles ont pu se tromper dans le passé sur les épidémies. Et donc, nous, quand on a présenté les travaux de modélisation, on avait bien en tête aussi que c'était des outils qui sont faillibles. Et donc, c'est dit très clairement dans l'avis du 12 mars que les modèles ont pu se tromper, être trop pessimistes dans le passé, etc. Mais que malgré tout, même si on ne se plaçait pas dans le pire scénario considéré par les modèles, ça pouvait être... on pouvait se retrouver dans une situation très compliquée. Donc, les modèles ont clairement joué un rôle. Et là, c'était en effet les résultats fournis par Neil Ferguson, mais c'est au-delà. C'est-à-dire que si on regarde un peu la théorie épidémique avec le nombre de personnes qui pourraient être infectées et les estimations de la mortalité qu'on avait, il faut pas les modèles mathématiques de l'impérial était important justement parce que ça permet de voir que quand on prend en compte la complexité des choses, l'impact des différentes mesures qui pourraient être mises en œuvre, un peu légères, type fermeture des écoles, etc., ce serait sans doute pas suffisant. Et ça, donc ça, c'est important. Et puis à la fois, il y avait juste des analyses un peu plus simples qui disent que ça pourrait être problématique. Donc ça, c'était un élément. Mais ensuite, clairement, c'était pas que basé sur des modèles. Et les autres éléments, c'était la situation chinoise. C'était en effet le signal italien qui était très inquiétant et les collègues réanimateurs nous disaient bien, parce qu'à un moment on disait les Italiens ils ne savent pas faire, etc. Et donc tous les réanimateurs nous disaient non, ils sont très forts et s'ils ont des problèmes c'est que c'est sérieux. Et puis le fait qu'il y avait il commençait là à se passer des choses en réa. Alors on n'avait pas encore la vision d'ensemble et moi c'est on ne savait pas à quel point on était avancé en fait dans la pandémie parce que les données civiques sont arrivées un peu plus tard. Mais donc c'est une confluence d'éléments qui a mené à la recommandation et à la décision. Et pour la deuxième question, alors je peux en effet vous envoyer. Donc il y a, alors je ne sais pas si
je peux après peut-être envoyer des références à Patrice, mais ces modèles d'ensemble, en fait, ça fait maintenant quelques années qu'ils ont été utilisés dans le contexte des épidémies, initialement pour la grippe par des groupes américains. Et c'est vrai qu'en général, de façon empirique, c'est eux qui marchent le mieux. Et ça, c'est vraiment des approches qui viennent de météorologie. Donc, et typiquement, maintenant, par exemple, les Américains, donc nous, on fait notre modèle d'ensemble où on a 12 modèles qui sont tous à nous. Les Américains, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont 20 équipes de recherche qui ont chacun leur modèle et le CDC fait une moyenne de ces modèles. Mais c'est vrai que le résultat est un peu Alors, quand même, dans notre modèle d'ensemble, on ne fait pas un modèle avec... on garde que les meilleurs modèles, enfin l'ensemble de nos meilleurs modèles quand même. On ne garde pas les plus mauvais, mais c'est des résultats qui se sont révélés... une approche souvent qui donne des résultats assez intéressants. Merci. J'ai aussi deux questions. Il y en a une, à un moment donné, vous avez indiqué que les données étaient de qualité un peu limitée au début. Et implicitement, on avait l'impression que c'était en train de s'améliorer, mais je dirais que les analyses qu'on fait montrent que la qualité des données ne s'améliore pas. Et j'aimerais bien avoir un point de vue sur votre point de vue sur cette affirmation. Et puis le deuxième point, c'est que pour continuer dans les questions qui vous ont été posées sur le confinement, c'est comment se passe, est-ce que vous pouvez rendre compte de votre expérience, de comment se passe pour un scientifique la situation il faut donner à quelqu'un qui va prendre une décision une information. Comment on la donne, comment on fait concrètement pour donner ce genre d'information à quelqu'un qui doit prendre une décision? Alors, pour le premier point, déjà de quelles données vous parlez? Est-ce que c'est… Disons, nous, on a travaillé avec des données de type nouvelles infections ou décès, et puis typiquement celles qui étaient publiées soit par Johns Hopkins, soit par Santé publique France, soit par le Centre européen de prévention des maladies, CDC, je n'ai plus l'acronyme exact en tête. Et il me semble que j'ai l'impression que le nombre de valeurs aberrantes ou le nombre de valeurs manquantes n'est pas en train ni de diminuer, ni de se stabiliser. Oui. Donc nous, on est… si vous voulez, quand on travaille sur… donc, par exemple, les données sur les cas, pour nous, c'est du jamais vu d'avoir des données aussi détaillées sur les cas, parce que dans toutes les épidémies, donc on parle toujours du big data, c'est très à la mode, mais quand on travaille sur les épidémies, vraiment, c'est rarement du big data, et souvent, c'est des données, il y a quelques clusters ici, quelques là, avec un échantillonnage qui n'est pas du tout rigoureux, et donc qui peut être très difficile. Donc, c'est un peu notre univers de travail. Donc, c'est pour ça, peut-être que… Et après, malgré tout, si on regarde les données de test au début, elles n'étaient pas vraiment exploitables, et maintenant, elles le sont davantage, mais avec plein de problèmes qui perdurent. Donc, voilà, tous les problèmes. Et puis, pour les données internationales, ça, c'est encore autre chose. Clairement, là, j'imagine que ça doit être encore plus compliqué. Donc, et tous les problèmes dont vous parlez, je suis d'accord avec vous. Juste pour nous, c'est des données de surveillance. Donc, c'est ce à quoi on s'attend quand on regarde des données de surveillance. Après, je trouve que pour la deuxième question, je trouve que c'est très compliqué parce que aussi parce qu'on est dans un système. Alors ça va être peut-être plus la deuxième présentation, mais nous on a eu quand même aussi des fois des difficultés parce que la façon dont l'information scientifique, dans sa complexité, avec toutes les incertitudes, les études de sensibilité, comment ensuite elle est passée aux différents échelons des décideurs, c'est quelque chose de compliqué où le scientifique n'est pas toujours présent pour présenter le travail, pour discuter les limites, etc. Et donc, comment l'information qu'on donne peut être… il peut y avoir une tentative de simplification, mais qui peut, pour que ce soit plus lisible pour le décideur, mais qui peut aussi, dans certains cas, vraiment changer les messages.
Donc, c'est quelque chose qui est compliqué. Et je pense que une des, sans doute, réflexions à la sortie de cette crise, ce sera comment est-ce qu'on réussit à améliorer l'interface entre science et politique et peut-être aussi, et je pense que c'est aussi une histoire d'habitude, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui était sans doute nouveau dans le contexte français, alors que si on regarde, donc moi pour avoir longtemps travaillé en Angleterre, le SAGE anglais existe depuis, ça doit faire 20 ans qu'ils sont là, et donc il y a sans doute plus une habitude de travailler ensemble et donc d'avoir un Chief Scientific Advisor, ou voilà, que la culture scientifique soit plus intégrée dans les ministères, mieux comprise par les décideurs. Je pense que ça sera sans doute quelque chose où on peut s'améliorer, il faut qu'on s'améliore, et un chantier sans doute pour l'avenir. Très bien, merci. Eric, est-ce qu'on a fait le tour des questions? Ah, non, il y a une dernière question dans l'audience. Attends, il y a une question effectivement complémentaire de Juliette Rouchier et peut-être une de Ruby Lecoq. Je vois une main levée en tout cas. Je ne sais pas quel était le projet sur la question. Juliette, je vous laisse reposer votre question rapidement, notamment sur le confinement. Moi, j'avais deux questions au-dessus que si jamais vous pouvez répondre à la suite, ça m'intéresse parce que ce n'était pas clair. Quand vous avez comparé entre continents, vous n'avez pas fait l'hypothèse d'une surdéclaration en Europe, mais de sous-déclaration ailleurs. Donc, je serais intéressée à savoir pourquoi vous faites cette hypothèse-là. Et vous avez parlé d'un rapport entre séroprévalence de la population et des comorbidités. C'est-à-dire, je n'ai pas compris du tout à ce moment-là quel était le rapport entre séroprévalence et comorbidité. Et donc, pour finir la question, c'est vous avez expliqué un peu la logique pour le confinement, mais pourquoi un confinement sur tout le territoire alors qu'il n'y avait que 4 régions qui étaient concernées de façon critique à ce moment-là? Merci. Ouais. Alors, sur le dernier point, on a fait une lettre au Lancet que vous pourrez regarder sur parce qu'en fait, donc, sur le dernier point, tout va très très vite et les hospitalisations étaient déjà en train de grimper dans les autres régions, et quand ça double tous les 3 jours, si on avait plus attendu pour ces régions, et ben, en fait, elles se seraient très vite retrouvées dans la situation de l'Île-de-France et du Grand Est, et donc on se serait retrouvé dans une situation un peu critique dans toutes les régions. Donc, quand ça double tous les 3 jours et que ça commence à grimper déjà dans des régions, donc le confinement national a protégé ces régions en fait, et a fait aussi qu'on a pu ensuite distribuer les malades dans ces régions. Et donc on est en train d'écrire un papier là-dessus qui revient là-dessus. Ensuite, pour ce qui est des sous-déclarations, alors, par définition, quand on n'a que des données je veux dire de surveillance, on ne peut faire que des hypothèses sur ces données, mais se dire qu'il y a des sous-déclarations de malades dans des pays africains, bon, je veux dire, je pense que ce n'est pas du tout une hypothèse forte, et c'est aussi confirmé par les données d'excès de mortalité, etc., qu'on a pu regarder. Donc ça, je pense que le message en fait dans l'analyse qu'on a faite là dans le papier, dans la lecture, à vrai dire, c'était pas tant de dire que dans certains pays c'est sous-déclaré et dans d'autres c'est les maisons de retraite. Je pense que c'est des bonnes explications, mais ce qui comptait pour nous, c'était de dire, regardez, le signal chez les personnes âgées est très très bruité, donc il est difficile à interpréter, donc se baser là-dessus pour faire une évaluation, c'est difficile, et il vaut mieux se baser sur les personnes les plus jeunes. Et ensuite, pour la dernière question sur les comorbidités, en fait, donc, pour résumer cette analyse, on a regardé plein d'enquêtes sérologiques dans plusieurs pays. Certaines enquêtes nous disaient la mortalité, elle est de 0,3%. D'autres enquêtes nous disaient la mortalité, elle est de 1,5%. D'accord ? Donc, une hétérogénéité très importante.
on essaie ensuite d'expliquer. Donc, quels sont les éléments qui pourraient expliquer ces différences? Alors, il y a sans doute des éléments liés à c'est des enquêtes très différentes, ce n'est pas les mêmes tests, ce n'est pas les mêmes designs, donc il y a sans doute une part importante des variations qui peuvent être expliquées par ça. Et après, si on cherche d'autres raisons, donc c'est pas, là on corrige de l'âge, donc ce n'est pas l'effet âge, donc les comorbidités, le fait qu'il y ait plus de comorbidités dans certaines populations que dans d'autres, pourrait en partie expliquer ces différences. C'est complètement hypothétique, hein. C'est juste on essaie de comprendre ce qui pourrait faire qu'on a des écarts quasiment aussi importants sur la mortalité. Et on essaie de comprendre, mais c'est pas un fait, c'est juste d'essayer d'émettre des hypothèses pour comprendre ces différences. Merci. Pour faire circuler la parole, on va prendre une toute dernière question et ensuite on passera à l'exposé suivant. Donc, Ruby, vous devriez être en mesure de poser votre question. Tout à fait. Vous m'entendez? Oui. Super. Donc, une question peut-être un peu à côté du cas spécifique du Covid. En tant qu'anthropologue, je m'intéresse particulièrement en ce moment aux conditions d'une possible collaboration entre modélisateurs et anthropologues, spécifiquement dans le cas d'essais vaccinaux contre Ebola. Et donc, une des informations qui nous lient dans ce travail interdisciplinaire, c'est le contexte. Et vous disiez tout à l'heure que donc il était important d'adapter vos prévisions, vos analyses au contexte. Et je me demandais quels étaient les critères en fait selon lesquels était défini le contexte, quelles étaient ces différentes modalités. Oui, en fait, donc moi ce que je trouve ce qui m'intéresse vraiment dans le travail qu'on fait, où on s'intéresse à des épidémies de types très différents, c'est qu'en fait, à chaque fois, on est amené à se renouveler et à construire des méthodes, des modèles qui vont varier avec les questions qui se posent. Parce qu'en fait, chaque épidémie amène son lot de questions et ce n'est pas forcément les mêmes. Donc, juste pour vous donner quelques exemples, donc vous parlez d'Ebola, nous, on a beaucoup travaillé sur Ebola quand il y a eu l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Et là, les questions qui se posaient, c'était où est-ce qu'a eu lieu la transmission. Et donc, on travaillait avec des données qui décrivent les chaînes de transmission à Conakry pour mieux comprendre, si c'était plutôt dans quel contexte, et donc analyser ces données. Pour Zika, la question, c'était quel est le risque de microcéphalie lorsqu'une femme enceinte est infectée. Et donc là, on a été fouillé dans des données de Polynésie française où il y avait une épidémie avant la grosse épidémie brésilienne pour essayer de faire des estimations. Et en croisant des données donc, de surveillance Zika avec les données hospitalières de microcéphalie et faire des estimations. Donc à chaque fois, et là, c'est la première fois moi, que je cherche à modéliser le système hospitalier français. Donc à chaque fois, les données ne sont pas les mêmes, donc ce n'est pas les mêmes. Alors, on va utiliser souvent quand même, on va s'appuyer sur des méthodes qu'on peut retrouver d'une épidémie à l'autre, mais on a des questions différentes, des contextes politiques très différents. Là, la pandémie, c'est clairement complètement unique, mais donc les contextes varient de façon très importante dans chaque épidémie, et je trouve que c'est ça qui fait vraiment l'intérêt pour le scientifique, en tout cas. Et ça veut dire, pour nous, peut-être la chose la plus importante, ça veut dire que justement, on parle d'interdisciplinarité, mais clairement, nous, on a besoin, quand on débarque dans un nouveau contexte, de trouver les collaborateurs sur le terrain, les experts de la maladie, qui vont être capables de pointer les bonnes questions, les questions que eux se posent pour la gestion et le management de l'épidémie. Et ensuite, nous, on essaie d'apporter des méthodes pour générer les résultats qui pourraient leur être utiles. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Mais... Oui, alors si j'ai une petite minute de non, plus... peut-être pas, parce que j'ai peur que... Très bien. Ouais. Désolé. Merci beaucoup, Simon, pour cet exposé. C'était très riche. On a appris beaucoup de choses et la séance de questions était très intéressante. Eric, tu prends la main pour continuer?